Bonjour, nous sommes le jeudi 4 septembre 2014 et je voudrais vous parler de la discussion que j'ai eue hier avec César et Christian et qui se trouve sur YouTube. Une des questions qui s'est posée, c'est celle effectivement de la validation de l'astrologie et de la validation d'ailleurs de tout savoir traditionnel. La Kabbale, n'importe quelle expression traditionnelle. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment on valide ces savoirs. Et alors, la tentation, c'est de dire, on va voir ce que ça donne, on va voir si ça marche. Par exemple, vous savez, un alphabet, pour voir si cet alphabet nous a été bien transmis, on va, je ne sais pas, on va utiliser cet alphabet on va utiliser des formes, on va prononcer des mots, enfin, c'est comme si la dimension pratique pouvait valider la bonne transmission de cette tradition, etc. Et on a très souvent ce genre de discours. Je me souviens même qu'en ce qui concerne Nostradamus, certains disaient, voilà, puisque tel quatrain fonctionne, puisque tel quatrain est confirmé, donc c'est un quatrain authentique, donc c'est un quatrain de Nostradamus. Alors qu'il y avait un débat sur l'historicité des centuries, etc. Ben finalement, voilà, on se lance dans une pratique qui est supposée démontrer la valeur du document, la valeur du texte. Il faut bien reconnaître que cette façon de travailler est assez particulière, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce genre de démonstration, pour qui ça fait sens quelque part. Ou plutôt, qui ne voient pas d'autre issue pour valider un savoir souvent assez complexe. Un ensemble de quatrains, c'est quand même complexe. Un thème astral, c'est complexe. La Kabbale, c'est complexe. Le zodiaque, c'est complexe, etc. Enfin, je veux dire que on a des documents qui nous sont parvenus, et pour savoir si ces documents nous sont parvenus correctement, on les met en application, ou on imagine des applications, des modes d'emploi. Par exemple, en astrologie, si je veux valider, vérifier que les domiciles des planètes ont été attribués correctement, dans la tétrabie, mais aussi éventuellement au XIXe siècle pour les nouvelles planètes, en tout cas pour Uranus et pour Neptune, eh bien, on met en application. On met en application, c'est-à-dire qu'on intègre, en fin de compte, dans ce cas précis, ces nouvelles planètes dans le thème astral, et là, on va vous dire que ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne? On ne sait pas très bien. Il y a tellement d'interrelations dans un thème astral, on ne voit pas très bien comment on peut isoler un facteur. De toute façon, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode que de passer à l'application pour valider la tradition? Il y a une espèce de binôme là qui s'est constitué, tradition, pratique. Pratiquer, pratiquant, praticien. Ce serait la méthodologie appropriée pour gérer les traditions que de les mettre en pratique. Et de les mettre en pratique avec des effets sur la personne, sur les gens. Par opposition à la science qui, elle, aurait d'autres façons de travailler, plus théoriques, plus statistiques. Alors,
dans le cas de César Garay, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui nous vient de Biarritz, il y a là, quand on écoute, quand on analyse son discours, il y a ce genre de raisonnement. Je vais mettre en pratique un savoir traditionnel, et mettre en pratique, ça veut dire, en fin de compte, je vais vous l'appliquer, et vous allez vous apercevoir que ça fonctionne. Et donc, puisque pour vous ça fonctionne, ça veut dire que le savoir traditionnel est valable. Ou mieux que ma façon de traiter et de gérer ce savoir traditionnel est valable. Parce que c'est ça aussi. Mon interprétation du savoir traditionnel est valable. Prenons le cas de la musique. Comment savoir si une œuvre musicale est authentique, par exemple? Est-ce que c'est en la jouant, en voyant les effets que ça produit sur les gens, que l'on peut savoir si c'est vraiment du Chopin ou du Schubert, ou si c'est une œuvre, une contrefaçon, peut-être. Il faut quand même être sérieux. Considérer que les êtres humains sont des machines, quelque part, qui sont validées par leur réactivité, par leur anatomie, par leur feeling, qui vont valider les savoirs, c'est quand même pousser le bouchon un peu loin. Mais c'est pas du tout inintéressant comme questionnement, parce que d'une certaine manière, c'est vrai que les gens sont à peu près comme pour des machines. Ils ont un programme, ils ont un mode de fonctionnement. Quand on dit ça marche, on dit ça marche pour une personne, comme on peut dire que ça marche pour un téléviseur ou pour un appareil. Donc il y a une façon une sorte d'analogie entre l'être humain et la machine. Ça marche, il marche, ça fonctionne. Si la personne dit moi je fonctionne bien, un médecin, je marche mieux, etc., ça veut dire que le remède est valable. Donc on est dans cette ordre de démarche de réparateur de machines. Et ça vaut aussi, non seulement pour le médecin, mais pour le psychologue, le thérapeute. Il répare. C'est réparateur, comme on dit. Alors je voudrais faire une petite parenthèse à ce sujet, parce que ce rapprochement entre l'homme et la machine me paraît assez saisissant. Je vois par exemple dans la rue, souvent dans mon quartier, des femmes qui poussent des poussettes. Et donc on voit bien que ce ne sont pas leurs enfants, parce qu'ils ne sont pas de même race, pas de même couleur, etc. Et on se dit, mais si finalement ces femmes-là, elles sont des sortes de machines. Ce sont des machines, bientôt elles seront remplacées par des machines plus élaborées, qui s'occuperont des enfants, qui les surveilleront, qui les promèneront éventuellement. Beaucoup d'activités sont apparentées aux machines, ou sont en voie de l'être, à 10, 20 ans, même pas de distance. De même que savoir lire à voix haute, les machines font ça parfaitement. Il faut que les gens se méfient qu'il y a certains travaux, il ne faut quand même pas mettre tout sur le même plan. Il y a certains types d'activités qui sont propres à la machine, même quand c'est les gens qui les font. Ce que j'ai appelé je dis que dans l'humanité, il y a les choses que les machines peuvent faire et les choses que les machines ne peuvent pas faire. Le problème des femmes, c'est que quand elles parlent du travail, elles pensent finalement souvent à des travaux qui pourraient être faits par des machines. Alors c'est pas la parité homme-femme, c'est la parité femme-machine. Un problème. Bon. Enfin, je reviens à notre affaire, mais l'astrologie me pose ce problème de la machine. Quand quelqu'un dit je réagis à tel transit, ou quand on fait des synastries,
c'est quand même un peu une façon de traiter les gens comme des machines, hein, qui sont des sortes de mécanismes d'horlogerie comme ça, qui s'emboîtent plus ou moins, et qui ont la mémoire de leur structure initiale, et qui va se conformer, qui va se conjuguer avec une structure à un autre moment. Enfin, tout ça c'est très très mécanique. J'ai l'impression qu'on traite les gens de plus en plus sur un plan mécanique. Et donc je reviens à cette question. En réalité, c'est une impasse, cette façon de croire que les traditions sont validées par des pratiques, traditions religieuses, traditions ésotériques, traditions langagières, cette espèce de complicité, d'instrumentalisation des gens pour, en quelque sorte, valider des savoirs, des lectures, des interprétations, comme si les gens étaient véritablement tellement pointus dans leurs réactions, dans leur comportement, qu'on pouvait effectivement suivre le processus de A jusqu'à Z. Moi, il me semble, je l'ai dit hier, il me semble que c'est quand même beaucoup demandé et beaucoup attendre. Et je voudrais revenir sur cette question, je ne l'ai peut-être pas si souvent abordée, en tout cas pas à la télévision, à savoir que ces gens qui mettent en pratique, qui donnent à pratiquer, sont des gens qui ont leurs propres enjeux. Leurs enjeux, justement, c'est de la validation de leur savoir et validation de leur façon de gérer ce savoir. Et ils veulent se convaincre qu'ils vont pouvoir valider leur pratique, leur savoir, par la pratique, de cette façon, avec des gens dont on ne sait pas grand-chose, qui disent que ça va mieux, qui disent que ça leur parle, mais bon, et surtout qui ont le bonheur de dire oui c'était bien, oui ça marche pas. Mais tout ça c'est extrêmement secret quelque part. Hein. C'est dans le secret des consciences que les clients vous disent que ça va ou que ça va pas. Et ça dépend aussi de leur bonne volonté. Hein. S'ils ont envie de faire plaisir ou pas, si les choses se passent bien pour eux, enfin, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. Alors là, bon. Et je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point, quels sont les vrais enjeux de cette consultation, parce qu'on peut parler de consultation. Toute forme d'intervention est une consultation. Et les enjeux de cette consultation, c'est moi théoricien, moi qui suis porteur d'une tradition, moi qui gère cette tradition, dites-moi si je fais bien. Dites-moi si je suis sur le bon chemin. Donc c'est pas le client qui attend qu'on lui dise s'il est sur le bon chemin, c'est le praticien qui attend qu'on lui dise qu'il est sur le bon chemin. Donc il y a un renversement des rôles en fait, c'est assez comique finalement. Chacun attend de l'autre la confirmation de ce qu'il est, de la voie qu'il a suivie, etc., etc. Alors, pour terminer cette causerie qui ne doit pas être indéfinie, non longue, je dirais qu'il n'y a pas d'autre issue pour valider un savoir que la recherche structurelle. La recherche structurelle est à la fois diachronique et synchronique, parce que moi, la diachronie aussi est structurelle. C'est-à-dire que c'est une jeunesse, c'est une cohérence dans le suivi, dans la chronologie. Et la cohérence chronologique est au moins aussi importante que la cohérence structurelle. C'est ça le nouveau structuralisme, c'est un structuralisme à la fois diachronique et synchronique. Et l'intérêt du structuralisme diachronique, c'est que ça permet de reconstituer des manques, des chaînons manquants, mais le structuralisme synchronique aussi peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui manque. Le structuralisme, c'est la quête du manque, quelque part. Parce qu'il est rare que quelque chose nous soit parvenu dans son intégrité, dans son intégralité. Et donc un bon structuraliste, diachronique et synchronique, c'est quelqu'un qui voit qu'il y a là quelque chose qui cloche, qui manque
ou quelque chose qui s'est rajouté aussi. Un emprunt, un élément qui est venu par-dessus. Ça aussi, c'est tout à fait structuraliste. Le structuralisme n'est pas là simplement pour valider. Alors, donc, au lieu de faire ce travail de restructuration synchronique et diachronique, dans l'espace et dans le temps, dans la genèse et dans la cohérence du discours, eh bien, on dit on va faire de la pratique. On va pratiquer. On va mettre tout ça en bloc, et puis, hop, on va pratiquer. C'était un peu la démarche de Suzel Fussobrecht, l'auteur du Que sais-je sur l'astrologie, pas forcément dans cet ouvrage-là, mais dans d'autres ouvrages, de dire, voilà, prenons l'astrologue dans son approche globale de l'astrologie, dans son métier global, et voyons comment il se débrouille. Donc c'est-à-dire c'est une approche globale. Or, cette approche globale, elle est extrêmement suspecte en réalité. Parce que le global, ça englobe énormément de choses, comme son nom l'indique, et on ne voit pas comment on pourrait isoler les facteurs les uns par rapport aux autres. Et donc c'est quasiment, c'est quasiment sans issue. Notre intelligence, d'ailleurs, moi je m'intéresse beaucoup à la dimension cognitive. Il ne faut pas demander à notre intelligence de faire des choses au-delà de ses capacités. Je dis toujours qu'au-delà de la dualité, l'intelligence, elle patine. Donc, ne croyons pas qu'on va pouvoir isoler et distinguer les différents facteurs et voir comment ça se fait. Si nous étions des machines, oui, probablement. Mais nous ne sommes pas réellement des machines. Nous sommes des machines au rabais. C'est-à-dire que nous sommes des proto-machines. Et moi, je dis à la limite, nous remplaçons des machines. Nous remplaçons des machines soit qui sont là mais qui sont trop coûteuses, soit qui ne sont pas encore là. On voit d'ailleurs dans Paris des choses comme ça. On voit parfois des choses très perfectionnées sur le plan mécanique, et puis parfois on voit des comportements chez les ouvriers qui sont exactement identiques à ceux d'il y a 50 ans. Comme par exemple le goudron, quand les gens mettent du goudron dans les rues de Paris, c'est exactement les mêmes gestes qu'au début du siècle dernier. Hein? Il y a énormément encore de comportements qui sont extrêmement anciens. Ils sont anciens, non pas parce qu'on n'a pas avancé sur le plan mécanique, mais parce qu'on n'a pas les moyens de fabriquer les machines ou de les acheter, ou parce que tout simplement ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais c'est des choses qui sont en voie de. Il y a beaucoup de métiers comme ça qui disparaîtraient si les machines faisaient. Et on ne peut pas penser que ça coûte moins cher de faire le travail par quelqu'un que d'acheter une machine. Et de l'inversement, d'autres personnes diront le contraire, que c'est beaucoup plus productif d'investir dans la machine que de payer des gens. C'est une question de philosophie. En tout cas, les deux économies cohabitent aujourd'hui de manière assez caricaturale. Donc, pour conclure, je dirais que il faut d'abord valider le système, et que là, au niveau de l'évaluation d'un système, nous avons une intelligence qui nous permet de le faire, parce que nous sommes quand même très sensibles sur un schéma, on voit bien, on a une certaine forme d'intelligence qui nous dit, voilà, là, ça ne tient pas, etc. Donc il faut schématiser, il faut mettre sur papier, il faut mettre sur tableau, et là, on peut discuter. C'est déjà une condition nécessaire. Alors que si on commence à discuter de ce que ça a pu faire la personne, sur la personne, comment elle l'a vécu, ce qu'elle nous en dit, etc., on n'en finit pas. Bon. Voilà ce que je voulais dire. Donc effectivement, il faut restaurer les systèmes, il faut reconstituer la chronologie des choses, et, in fine, passer à une certaine forme de pratique. Et là encore, quelle pratique ? Je crois que déjà on peut éliminer les pratiques purement individuelles. Tout au plus, une personne peut vivre à son échelle personnelle un phénomène collectif. On peut l'analyser comme tel. Par exemple, si on veut prouver la valeur de la gynécologie, eh bien, on peut prendre n'importe quelle femme et voir comment ça fonctionne. Bon. Et ce qui sera valable pour cette femme-là sera valable pour les autres. Donc là aussi, il faudrait savoir à quoi tel travail s'applique, quelle population est concernée, et prendre des gens qui appartiennent à cette population.
on n'est pas dans le cas individuel. Voilà ce que je voulais dire.